Expérimenter la sensation que procure cette énergie. I just feel a pulse. You feel a pulse there? Yeah. The pulse is a therapeutic pulse, and that means that your body's working on correcting it. So I'll just stay right here for a minute. Prana and Chi. Prana et Chi et tous ces concepts pourraient très bien être la même chose ou ils pourraient être différents. Cela dépend de la culture d'origine, mais je sais que ce genre d'énergie existe. Energies do exist. How do we explain chi? Il nous est impossible pour l'instant d'expliquer le Qi par la médecine occidentale. Mais je crois que dans 50 ou 100 ans, quand nous commencerons à découvrir des propriétés électriques corporelles que nous n'osons même pas imaginer aujourd'hui, quelqu'un va découvrir ce qu'est le Qi. Le Qi est la vie, le mouvement, l'énergie. C'est de cette manière qu'on l'explique en Occident. Le toucher ou stimulation tactile est très important pour ces bébés. On peut parfois voir un bébé attraper mon doigt ou ma main dans le but de prendre contact avec moi. Nous savons qu'en principe, le corps est un circuit électrique rempli de réactions chimiques. Je n'ai donc pas de problème à comprendre qu'il pourrait exister quelque chose comme le Qi. Je tente de sentir des signes de débalancement, de statique, de chatouillement et de chaleur. Tous ces signaux sont en nous et nous utilisons nos mains pour les sentir. Il existe quelque chose qui est, d'une certaine manière, relié à l'énergie électrique que possède notre corps et que les Chinois appellent Qi. Quand j'ai commencé à pratiquer le Qigong, je marchais avec une canne. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de canne. C'est une bénédiction. L'harmonie de cette force vitale, le Qi, apporte la santé. La perturbation ou le débalancement de cette harmonie apporte le malaise, qui se transforme en maladie si on ne le règle pas. Dans toutes les médecines parallèles, nous rencontrons la même notion essentielle, qui veut que la santé découle de l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, et que la maladie est un débalancement de cette harmonie, causé par un stress ou encore par des émotions refoulées. Nos invités nous disent en fait que nos émotions, notre humeur, notre comportement, notre attitude envers la vie et les gens qui nous entourent ne sont pas étrangers à la maladie. Ils y sont intimement reliés. La médecine conventionnelle fonctionne à partir d'un modèle qui réduit la personne à un corps physique. Et ce corps a une machine. Puis cette machine a des parties qui fonctionnent bien ou mal. Mais la science commence à reconnaître notre sagesse ancienne et elle nous montre que l'esprit a bel et bien un impact sur ce corps et que le corps, l'esprit et l'âme ne peuvent pas être séparés. Ils forment une entité. Cette matière est une âme. L'âme n'est pas à un autre endroit. Elle est ici. Elle est dans nos contacts. Spirit's not someplace else. It's not in some special pocket, but it's right here. It's in our contact with each other. Une des belles choses de la thérapie polaire et des autres thérapies énergétiques, c'est qu'à un certain moment de la session thérapeutique, le patient ressent une profonde détente. Et au plus profond de cette détente, un lien se fait avec l'âme, qui devient ainsi la ressource et le guérisseur qui était perdu. Dans le chamanisme, on appelle cette expérience la récupération de l'âme. C'est une façon de se rebrancher à cette partie profonde de nous-mêmes dont nous nous étions détachés. L'âme est la source d'énergie du système énergétique humain. Nous parlons ici de l'inanimé dans le sens réel de la physique. Ce qui est merveilleux avec la thérapie polaire, c'est qu'elle prend cette compréhension de l'âme et elle la ramène à un système pratique. On parle de l'intelligence et de la conscience de cette âme. L'énergie de cette intelligence devient une formation énergétique et cette conscience revient sur Terre pour faire le travail du corps. My consciousness wasn't too much that I had a lower part of my body. Well, you know what happens when we're traumatized. It's actually a survival mechanism to leave our body. As we are more settled, we're able to
get a little bit deeper into relaxation, into calmness, we'd go back in there and be comfortable. Mais fondamentalement, le processus renvoie l'énergie à sa source. Et quand nous retournons à cette source, nous sommes au cœur de l'âme, de l'esprit. Si je devais vous traiter, je regarderais votre esprit, je regarderais de l'intérieur vers l'extérieur. J'observerais vos émotions, votre physique, puis vos problèmes médicaux. Je regarderais votre esprit. La médecine occidentale examine de l'extérieur vers l'intérieur. Il vous ausculte. Les autochtones mettent beaucoup l'accent sur l'esprit et le spirituel, sur ce qui est invisible à l'œil. C'est la colle qui tient tout ensemble. C'est ce qui fait fonctionner l'univers et les êtres humains. Nous sommes tous des êtres spirituels. Il y a quelques années, avant que je devienne journaliste, j'étais un prêtre anglican. J'ai été témoin de l'influence que la foi peut parfois avoir sur la santé. Au début, j'étais réticent à poser mes mains sur quelqu'un pour guérir cette personne, mais je savais que quelque chose d'important et d'essentiel manquait au service du dimanche. Après avoir inclus ce rituel dans mes services et mes visites à l'hôpital, j'ai senti que le simple fait de toucher la tête et les épaules d'une personne, tout en récitant une prière, avait un effet réel. La grande majorité de ceux qui ont reçu cette bénédiction m'ont dit qu'ils s'étaient sentis physiquement mieux, plus en paix. Lorsqu'on pose ses mains sur quelqu'un, on sent une chaleur. Il y a un échange d'énergie. Parfois, nos mains tremblent à cause de la chaleur. Cette expérience nous force à l'humilité, car on ne sait pas si c'est le résultat de notre pouvoir ou si c'est une manifestation de Dieu. Et je crois que c'est pour cette raison que les gens ne sont pas à l'aise avec ces expériences. Ils ne savent pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Personnellement, je l'accepte comme une réponse à mes prières. Une grande chaleur irradie de ses mains. Sentir cette chaleur qui s'étend dans mon corps et écouter la prière qu'il prononce en même temps, c'est vraiment curatif. On peut tirer beaucoup de l'observation de ces lacunes et déficiences spirituelles. Mais personne n'a droit de regard sur les lacunes et déficiences spirituelles de quelqu'un d'autre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les accepter comme ils sont et de les aider. Si, en les aidant, nous leur permettons de confronter leurs problèmes spirituels, c'est très harmonieux, holistique et curatif. La pire des choses à faire est de se permettre de juger l'état spirituel d'une autre personne en observant les limites de sa santé. Il y a des gens qui pensaient qu'ils allaient mourir d'un jour à l'autre et qui ont décidé de tirer le maximum de chaque journée, qui sont encore vivants 8 ans plus tard. Je crois que c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, qu'ils peuvent guérir leur vie et en tirer une amélioration physique. Malheureusement, on doit leur annoncer qu'ils ont le cancer, le sida ou la sclérose en plaques et qu'ils mourront dans 1 an pour qu'ils se réveillent et commencent à vivre. Les infirmières voient souvent des patients qui ne seront plus jamais bien physiquement redécouvrir la joie, découvrir ce qu'ils sont, mettre de l'ordre dans les relations qu'ils ont avec les êtres chers ou entrer en contact avec Dieu comme ils ne l'avaient jamais fait lorsqu'ils étaient en santé et qu'ils vivaient de la même manière dont la plupart d'entre nous vivons, trop occupés pour prendre le temps.
Je crois que guérir implique beaucoup plus que de trouver une cure pour une maladie. Une grande partie des médecins sont devenus trop intransigeants avec les patients. Par conséquent, ces derniers résistent au diagnostic et aux conseils et ils font semblant de suivre les traitements. Ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvais patients ou que les médecins sont incompétents, c'est parce que toute la situation est insensée. S'il y a collaboration, nous travaillons ensemble. Je ne tente pas de vous amener à vous conformer à mes suggestions, comme si je disais que je suis le médecin, je vous dis quoi faire et si vous ne le faites pas, vous êtes un mauvais patient. C'est absurde et ça ne marche pas. Il est intéressant de voir que lorsque vous travaillez en collaboration avec quelqu'un, que cela soit un adolescent de 15 ans ou un homme d'affaires de 80 ans à la retraite, vous êtes sur la même longueur d'onde et à partir de ce moment, vous progressez réellement. La médecine occidentale conventionnelle commence à comprendre ces enjeux. De plus en plus de médecins apprécient la valeur de l'acupuncture, du yoga, des massages, de la méditation et même des plantes. Évidemment, le chemin est long à parcourir, mais vous allez voir qu'il y a de l'espoir pour que la division entre la médecine conventionnelle et la médecine parallèle, entre l'Occident et l'Orient, soit bientôt chose du passé. Si j'étais directrice de la faculté de médecine, la première chose que je ferais serait de rencontrer le doyen de la faculté des soins infirmiers pour lui demander de créer un programme d'études dans lequel les futurs médecins, infirmières, psychologues, pharmaciens, conseillers pastoraux et travailleurs sociaux suivraient tous le même cours d'introduction qui serait axé sur la guérison. Cela permettrait à tout le monde d'apprendre en même temps la philosophie du soin, l'importance des interrelations, de la dignité et de la vie humaine. Ce sont des choses qui doivent être présentes dans toutes les professions qui se rapportent à la santé. Pourquoi forme-t-on les gens dans des cases séparées? Les médecins étudient ici, les infirmières là, et les travailleurs sociaux ailleurs. Donc, je commencerai par voir comment joindre nos forces pour former tous nos futurs professionnels de la santé ensemble, dans une optique de soins et de guérison. Je trouverai une manière pour que les futurs médecins et infirmières se rencontrent et qu'ils puissent avoir de réels dialogues. Ils pourraient parler des raisons de leur présence dans ce métier, de leurs actes, de leur choix de carrière et de leur passion. La médecine scientifique commence à s'apercevoir que la relation médecin-patient est importante et que de choisir les médecins selon leurs notes dans les cours de sciences est peut-être important, mais cela n'est pas la fin des fins. De nos jours, une bonne partie de la formation que reçoivent les médecins leur apprend à comprendre qu'il est important de traiter les gens comme des humains, pas comme des organes qui ont des problèmes. Il est important de passer du temps avec les gens, car il arrive souvent que les gens ne veulent pas seulement être traités, mais ils veulent surtout être rassurés. Ils veulent savoir ce qui leur arrive et les chances qu'ils ont de guérir, et ils veulent être sûrs qu'ils guériront. Je crois que maintenant que la médecine scientifique moderne se rend compte de cela et que la formation change, les médecins qui travaillent et ceux qui étudient appliqueront quelques-uns de ces principes. Je crois que nous allons connaître ce que j'appelle une nouvelle médecine qui alliera le meilleur de la science moderne et de la sagesse des médecines anciennes. Une médecine mondiale qui utilisera les approches, les techniques et les perspectives de partout dans le monde, de différentes traditions, pour les intégrer à des pratiques et des milieux particuliers. So what we're going to see routinely is patients being prepared for surgery. Nous allons voir des patients qui non seulement vont signer des consentements et passer des tests préopératoires, making sure they don't have allergies to the anesthetic or anything that's going to be used in surgical procedure, mais qui vont aussi apprendre des techniques de respiration et de détente. Preoperatively, there will probably be, as there are at
Avant l'opération, il y aura probablement dans la salle d'opération, comme il y a déjà à l'hôpital presbytérien de New York, un guérisseur qui travaillera avec le patient pour l'aider à se détendre. On y entendra probablement de la musique de détente. Dans les salles de cours, les chirurgiens apprendront qu'ils ne devraient pas dire des choses inquiétantes, mais plutôt des choses encourageantes. Après l'opération, l'acupuncture aidera les gens à gérer la douleur et les nausées et les vomissements. On leur apprendra à suivre la diète prescrite. On leur enseignera la prévention pour qu'ils n'aient plus à revenir pour se faire traiter. On leur apprendra comment prendre soin d'eux. Il y aura des réunions de groupe pour éduquer les gens sur tous ces aspects. Et lors de ces réunions, les gens qui souffrent de la même maladie ou d'une maladie différente apprendront l'un de l'autre. L'élément le plus important dans l'environnement d'une personne qui tente de guérir est l'autre personne. Je crois que lorsque je suis avec un patient, je suis la partie qui a le plus d'influence sur son environnement. Donc, si l'on parle de créer un espace sacré pour la guérison, la personne que je présente à ce patient est au moins aussi importante que ce que je fais subir au patient ou à son environnement. Je peux entourer ce patient d'art, de belles couleurs, de fleurs et de symboles. Mais si j'entre dans cet espace et que je traite le patient comme une chose plutôt qu'une personne, je n'ai pas créé un espace sacré. Je n'ai pas réussi à créer un espace dans lequel la guérison peut survenir.